Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Slate et Smart de nouveau pour une heure avec mes deux invités. Nous allons tenter d'analyser, de mieux comprendre l'actualité économique du moment à partir de quelques annonces de ces dernières heures. De quoi allons-nous parler? D'abord de la façon de concilier préoccupation climatique et réindustrialisation. Je souhaitais en parler aujourd'hui notamment parce qu'on a eu le jugement dans, entre guillemets, l'affaire du siècle avec la condamnation assez symbolique, mais tout de même de l'État pour négligence, inaction en matière climatique. Grande victoire, disent les écolos, et en même temps cette décision administrative intervient alors qu'en plein débat sur la réindustrialisation du pays, on sait que une des raisons pour laquelle les performances de la France n'étaient pas si mauvaises en matière de rejet de CO2 depuis 10 ou 15 ans, c'était précisément à la faveur d'une baisse de la part de l'industrie dans notre richesse nationale. Bref, comment arriver à concilier tout ça? Ce sera la première question que je poserai à mes deux invités. Dans la deuxième moitié de l'émission, j'ai intitulé le débat « Comment occuper Jeff Bezos ?» de façon un petit peu caricaturale. Jeff Bezos qui a annoncé hier soir, après bourse, à l'occasion de la publication des résultats extraordinaire, record astronomique d'Amazon, qu'il prenait un petit peu de recul dans la gestion de l'entreprise. Il reste executive chairman, enfin il devient executive chairman et il n'est plus CEO, donc directeur général opérationnel de l'entreprise. Qu'est-ce que ça change? Il a dit qu'il allait faire plein de trucs, continuer à acheter un œil sur Amazon. Voilà, qu'est-ce que ça pose des questions sur la gouvernance des entreprises, éventuellement sur la philanthropie des grands patrons américains, sur le retour de la conquête de l'espace, puisque vous savez que Jeff Bezos fait partie de ces milliardaires qui sont investis dans cette nouvelle course. Bref, plein de sujets au menu. On parlera même dans un instant de géopolitique à propos de la Russie. On se demandera que pèse l'état de droit face à la réelle politique avec mes deux invités. Anaïs Voigilis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'Institut français de géopolitique, vous êtes consultante par ailleurs. À ma gauche, Geoffroy de Becdelièvre, bonsoir. Vous êtes entrepreneur, investisseur. Merci à tous les deux d'être à mes côtés. Allez, je le disais, on parle Russie tout de suite. C'est l'apéritif de l'émission. Russie, donc, les réactions ont été très nombreuses depuis hier après-midi et la confirmation de la condamnation de l'opposant russe Alexei Navalny à 2 ans et demi de prison pour ne pas s'être présenté à son contrôle judiciaire alors qu'il était en Allemagne en train de se faire soigner de l'empoisonnement dont il avait été victime en Russie. Bref, ça c'est effectivement un petit peu un sketch qui est intéressant, parce que le sujet sur lequel je souhaite recueillir le commentaire, l'avis éclairé de mes invités, c'est précisément sur cette question du poids de l'état de droit face à la réelle politique. Regardez ce commentaire parmi de très nombreux du politologue germano-américain Yascha Mounk qui dit les politiciens, c'était hier soir, donc de fait il a eu raison, les politiciens européens vont évidemment comme il se doit condamner tout cela, mais il y a une question qu'il faudrait quand même leur poser, c'est est-ce qu'ils vont in fine faire the right thing, la bonne action, et arrêter Nord Stream 2. Nord Stream 2, c'est ce pipeline géant qui double la capacité du gaz russe de venir en Europe, précisément en Allemagne. Il est réalisé à 94%, il est quasiment fini. Mais voilà, c'est un objet de tension, notamment de pression américaine, compte tenu du fait que plus de vente de gaz de Russes, c'est plus de devises en Russie, c'est de fait de nature à conforter le régime de Vladimir Poutine, qui est par ailleurs, comme on le disait, condamné de toutes parts. L'Union européenne s'interroge sur une nouvelle fournée de sanctions économiques. En même temps, il y a 40 ans, la France et l'Allemagne avaient déjà signé avec l'URSS à l'époque pour un pipeline pour amener chez nous le gaz de Sibérie. Anaïs, je disais, que pèse l'état de droit et émotion légitime face à effectivement la situation de M. Navalny à Moscou, face à ces enjeux géopolitiques. Je parlais, en citant Yascha Mounk, du pipeline Nord Stream 2, mais on est à la question du vaccin. On sait que le vaccin russe est efficace. Compte tenu de la situation, de la stratégie vaccinale dans l'Union européenne, on est plutôt tenté, semble-t-il, les dirigeants sont plutôt tentés de se fournir aussi, pourquoi pas, en vaccin russe. Donc on imagine mal qu'effectivement ces enjeux-là de court terme et très importants pèsent très lourd par rapport au sort de M. Navalny. Comment vous pensez comment vous analysez cette situation? Vous feriez quoi si vous étiez... On peut dire plusieurs choses. Déjà, c'est est-ce que les 27 États membres vont arriver à s'entendre
pour faire une réponse commune. Parce qu'on sait que le rapport à la Russie n'est pas du tout le même selon que vous soyez dans un pays d'Europe continentale et orientale, donc Hongrie, pas tant la Hongrie que la Pologne, qui a une histoire très compliquée avec la Russie. Même en France, on voit que la question russe, elle divise vraiment notre classe politique entre des dirigeants plutôt pro-russes et d'autres qui sont plutôt dans une position de distanciation vis-à-vis de Marine Le Pen. On va voir s'ils arrivent à adopter une position commune. Il y avait déjà eu des sanctions prises au moment de la Crimée. Là, on est dans un contexte qui est un petit peu différent, avec une très forte pression de l'opinion publique sur la question des vaccins, parce qu'on voit que tous les États ont quand même des stratégies différentes, mais globalement ont des difficultés à vacciner. Maintenant, il y a 2 remarques que je voudrais faire. Premièrement, il y a une remarque sur la question de l'état de droit en interne de l'Union européenne. On a déjà du mal à faire imposer le respect des règles et de l'état de droit et la séparation des pouvoirs par des États membres de l'Union européenne. C'était la Hongrie et la Pologne, et c'est justement des États qui sont régulièrement visés par des tentatives de condamnation de la Commission européenne et du Parlement européen qu'ils n'arrivent pas à faire parce que... justement, il y a toujours ce phénomène de majorité à obtenir au sein du Parlement européen qu'ils n'arrivent pas à avoir avec des systèmes de protection des États. Donc déjà en interne de l'Union européenne, on n'arrive pas à faire respecter des éléments fondamentaux de ce qui a fait le cœur du projet européen. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire attention parce qu'on risque d'être dans une politique à géométrie variable. Donc bien entendu, il faut condamner le type de comportement qui remettent en cause l'état de droit, les libertés publiques, etc. Il y a toujours l'aspect économique qui revient, mais il faut aussi se dire que quand on regarde d'autres États qui ne respectent pas du tout les libertés publiques, et je pense notamment à la Chine, là, il n'y a absolument pas de condamnation de la part de l'Union européenne. On vient même de faire un accord global sur les investissements avec eux. Alors que la Chine, c'est pas un Navalny, mais c'est beaucoup plus. C'est quand même des camps de concentration pour un peuple entier. Donc on est... attention à ne pas vouloir... il faudrait mettre un petit peu de cohérence dans ce discours et puis arriver à avoir une position commune et puis déjà commencer par régler les problèmes d'état de droit au sein de l'Union européenne, parce que là on a toujours des questions d'ingérence et puis ça pose plein de questions sur plein d'autres États, plein d'autres questions commerciales, etc. Votre regard, Geoffroy, sur ce type d'état d'âme entre réelle politique, état de droit, enjeux stratégiques, enjeux énergétiques majeurs pour l'Allemagne, de fait. C'est complexe parce que il y a plein d'enjeux qui sont différents, et économiques, et sociaux et politiques. Et effectivement, je pense que c'est difficile d'avoir une réponse unique. Mais je pense qu'effectivement, déjà d'avoir une réponse commune au sein de l'Europe, ce serait déjà une bonne chose. Et il y a, je crois, de gros efforts à faire là-dessus. Donc, Dans le Monde, Sylvie Kaufmann rappelait que faisait le parallèle il y a 40 ans. Il y a 40 ans, donc l'Allemagne et la France, au début des années 80, donc avaient signé pour l'approvisionnement, les plus âgés s'en souviennent, de gaz soviétique. Donc effectivement, les Américains étaient très contre, avaient imposé des sanctions, y compris contre l'Europe. Et finalement, ils s'étaient rendus compte que c'était quand même nos alliés, leurs alliés. On était alliés et que du coup, ces sanctions avaient été allégées. On sent qu'il y a une volonté aux États-Unis de redevenir un petit peu, non pas gendarme du monde, peut-être physiquement, mais au moins du niveau de la morale. Et on imagine que va de nouveau y avoir des pressions. Il faudra, le cas échéant, y résister, selon vous. Oui, et puis ils ont fait preuve de courage. En tout cas, si on reparle de la Chine que vous évoquiez, et notamment de ce qui s'est passé avec Hong Kong, finalement, Trump a été le seul homme politique à oser désapprouver, finalement, Pékin. Et nous, l'Europe, finalement, on ne disait pas grand-chose parce qu'on avait des intérêts économiques. Sur Hong Kong, on a été très, 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 très silencieux. Un peu Boris Johnson, un peu plus pour des raisons historiques évidentes. Mais voilà, c'est vrai. Donc effectivement, c'est difficile de pointer le doigt particulièrement sur la Russie quand il y a autant de vilains, potentiellement certains qui le sont bien plus, quoi. Oui, et puis le vrai sujet, c'est la capacité de l'Union européenne alors, il y a toutes les limites de la construction européenne, mais à se positionner aujourd'hui en troisième force entre les États-Unis et la Chine, et de conduire un rapport de force en fonction de ses propres intérêts économiques. Aujourd'hui, on a des raisonnements en fonction des 27 intérêts de chaque État membre. Donc, on a du mal à avoir cette position commune. Et c'est ça l'enjeu. Après... Bien entendu, d'un point de vue citoyen, d'un point de vue liberté publique, on a toujours envie de dire
non, ne traitons pas avec un tel ou un tel. Sauf que quand on regarde la réalité économique, on se rend compte que c'est souvent un petit peu différent de la vision utopique qu'on pourrait avoir en tant que citoyen. Oui. Et puis en termes de soft power, il faut quand même admettre que la Russie a marqué un gros coup avec cette histoire de vaccin qui est quand même, semble-t-il, extrêmement efficace, du même ordre que les vaccins à ARN, d'après, si on en croit la publication dans Nature hier et ce panel d'experts indépendants. Maintenant, il faut que les autorités de santé des pays occidentaux s'en saisissent, mais on verra bien. Allez, tout de suite, on va voler encore plus haut en essayant de concilier climat et réindustrialisation. Premier débat, regardez, il a été intitulé « Réindustrialisation et climat, comment faire ?» Voilà, comment concilier réindustrialisation et climat. On en parle ce soir, quelques heures après cette décision importante, en tout cas très symbolique, et beaucoup commentée déjà aujourd'hui du tribunal administratif dans... l'affaire du siècle, entre guillemets, affaire du siècle, donc cette action de 4 ONG contre l'État français, qui attaquaient l'État français au motif qu'il ne respectait pas ses engagements en matière de politique climatique et donc de baisse des émissions. Affaire du siècle, la dépêche de France Info, 2 points, l'État condamné à verser un euro symbolique à 4 associations, en réparation de leur préjudice moral. Le tribunal a donné 2 mois au gouvernement avant de se prononcer sur l'injonction à agir demandée par les associations, qui, évidemment, toutes se réjouissent. Regardez ce tweet à la fois de Yannick Jadot qui repoussait un tweet d'une autre association parmi les 4, qui s'appelait « Notre affaire à tous ». On a gagné la décision de l'affaire du siècle, Vernet 38, c'est une victoire historique. C'est crié, c'est écrit en majuscule, donc on crie sur Twitter quand on écrit en majuscule. Et un très grand jour pour la justice climatique. L'État est jugé responsable de son inaction climatique. C'est grâce à vous, un immense merci. Puis avec une palette de personnalités qui disent merci. J'y reviendrai. Yannick Jadot, fantastique victoire, etc. Moi, ça m'agace un peu cette histoire d'affaire du siècle. J'y reviendrai, notamment de voir Marion Cotillard qui nous expliquait que le 11 septembre était un fake de la CIA, nous donner des leçons en matière de climat. Mais c'est probablement une affaire de génération. Et pendant ce temps-là, effectivement, le sujet majeur dont on parle régulièrement ici, parfois notamment avec vous, Anaïs, mais évidemment pas seulement, le sujet de l'industrie française, du Made in France. Hier, un rapport d'un cabinet spécialisé, dont les Échos se faisaient l'écho, nous disait que l'industrie avait résisté au choc cette année 2020, mais perdait à nouveau des emplois. Et j'avais retenu dans le chapeau le diagnostic de ces experts qui disaient les choses auraient pu être pires. Quoi qu'il arrive, le sujet de la réindustrialisation du pays reste évidemment à l'ordre du jour. Réindustrialisation d'un côté, besoin d'accélérer, là-dessus il n'y a pas de doute, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Comment tenter, dans le discours en tout cas, de concilier tout ça, Anaïs, alors que, sur le papier, c'est certain que l'industrie est le plus souvent génératrice d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, je pense qu'on ne pourra pas mettre tout le monde d'accord, parce qu'il y a ceux qui sont tenants d'un retour très fort en arrière, pour qui ne serait-ce que le mot usine est un crime, mais tout simplement parce que l'industrie est une partie de la réponse. Une partie de la réponse parce que, à la fois dans la manière de penser les produits, à la fois dans la manière de les recycler, à la fois dans la manière de les produire, ce sont les industriels qui peuvent apporter une partie des réponses. Ce qu'il faut que les gens prennent, les gens doivent avoir conscience, c'est qu'on a des bons résultats en matière environnementale parce qu'on a poussé nos industries, nos usines, le fait productif au loin, en dehors de nos frontières, dans des pays qui ne respectent ni les conditions, nos standards sociaux, ni nos standards environnementaux. Ils polluent, et ils polluent pour satisfaire nos choix de consommation. Donc la première chose à faire, c'est aussi se questionner individuellement en tant que consommateur, comment est-ce qu'on peut agir en étant plus responsable, et donc en favorisant bien entendu une production en France. Production en France, c'est une partie des réponses.
parce qu'on sait que l'outil productif français est quand même globalement plus vieillissant que d'autres en Europe et qu'il y a aussi des usines très modernes en Chine. Donc ça va passer par cette modernisation, par de l'investissement, par revoir la manière dont on conçoit les produits vers de l'éco. Ce que vous dites, c'est qu'en l'état, si on ne fait rien, effectivement, une production en France est plus carbonée qu'une production en Chine? Non, il faut regarder au cas par cas. Bien entendu, en Chine, vous avez l'aspect du transport, mais quand vous avez une usine qui est très ancienne, sur lesquelles les procédés de fabrication ne sont pas forcément maîtrisés, etc., c'est pas forcément la évidemment moins vertueuse. Voilà, la situation idéale. Le circuit court, parfois, n'est pas forcément la meilleure solution parce que les procédés de production et les capacités de production ne sont pas au plus haut, enfin, les plus modernes et en fonction des plus hauts standards. Maintenant, l'autre chose, c'est aussi raisonner en termes de cycle de vie du produit. C'est pas parce que je vais avoir une usine vertueuse sur le plan environnemental que le produit en tant que tel est vertueux. Vous pouvez par exemple assembler des batteries de véhicules électriques en France, vous avez quand même des composants dedans qui sont issus d'extraction de matières premières extrêmement polluantes. Donc il faut avoir une réflexion un petit peu plus globale là-dessus, mais toujours partir du principe que l'industrie et les industriels sont une partie de la réponse. Mais que bien entendu, on ne va pas pouvoir demander à nos industriels de venir en France, de se moderniser, de se décarboner, etc. Et en même temps dire... On fait toujours venir de l'autre bout du monde des choses qui ne respectent pas ces standards. Parce que toute modernisation, pour par exemple réduire les émissions dans l'air, etc., c'est de l'investissement qui n'est pas mis forcément sur d'autres sujets, notamment des sujets d'innovation. Donc on pourrait adduire un nouveau biais de compétitivité pour nos industries. D'accord. Ouais. Geoffroy, est-ce que vous dites par rapport à la... Comment dire l'agite propre de ce type d'association, de décision, que c'est toujours bon à prendre parce que ça accélère la prise de conscience, etc. Pareil pour les prises de parole, par exemple, d'une Greta Thunberg ou autre. Est-ce que vous dites ça? Moi, plutôt, mais peut-être je suis un vieux schnock, ça m'agace parfois qu'on mette la France, il y a quasiment qu'en France qu'on attaque l'État pour une action climatique, alors que par rapport à l'ancien, on regarde tous les pays riches, on est quasiment pas le plus exemplaire, mais enfin, on est parmi, compte tenu de notre mix énergétique. Je pense que la prise de conscience des Français, elle a déjà eu lieu aujourd'hui, le climat. Enfin, il n'y a plus tellement de sceptiques, quoi. Le scepticisme, il est sur les vaccins, il n'est pas sur l'environnement. Après, je pense que c'est important de comprendre que derrière l'industrialisation, l'impact, il n'est pas uniquement que climatique, il est déjà avant tout social sur l'emploi. Bien sûr. Quand on passe de 18% du PIB il y a 20 ans, c'est ce que représentait à peu près l'industrie, à 12% aujourd'hui, en fait, c'est X millions d'emplois qui sont détruits aujourd'hui. Et ça, finalement, on en parle assez peu. Ça joue sur la balance commerciale. Et puis, effectivement, ce que vous soulignez, c'est qu'on importe énormément de produits de pays qui sont beaucoup moins soucieux des conditions environnementales. Et donc, finalement, d'un côté, on a une baisse des émissions dans notre pays, mais on a une hausse de l'empreinte carbone à cause des importations. Donc c'est de nouveau les deux leviers qui... D'où toutes les... Il y a quasiment un consensus d'ailleurs, effectivement c'est compliqué à mettre en place, mais sur la nécessité de taxes carbone aux frontières, effectivement, de façon à taxer le carbone à l'importation, pour que, effectivement, sinon c'est un petit peu facile, entre guillemets, de décarboner son propre territoire, si effectivement on importe des produits carbonés. Sur la situation particulière de la France que j'évoquais tout à l'heure, de mon âge très avancé par rapport vous qui représentez la jeune génération, sur l'idée que tout agite propre est bonne à prendre au fond, parce que voilà, ça accélère les prises de conscience, même si les prises de conscience, ou en tout cas ça les renforce. Que diriez-vous, Anaïs ? Oui, en fait, il faut le faire dans un esprit, mais qui ne soit pas un esprit de division. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin que les gens prennent conscience, en fait. Et on le voit là, avec la crise, notamment, on parlait de l'environnement, mais on peut aussi parler du Made in France. On voit de plus en plus que les gens ont envie de consommer localement pour des questions environnementales, pour des questions d'emploi. Donc il y a cette prise de conscience qui ne se traduit pas forcément encore en acte d'achat, parce qu'il y a des questions de pouvoir d'achat qui se posent, aussi d'existence, disponibilité de ces produits en France. Donc, avoir un discours, c'est important. Par contre, il ne faut pas que ce soit un discours qui soit en train de hyper stigmatisant, pointer du doigt les industriels parce que finalement on veut. Enfin, on est très contradictoire, on est très paradoxal. Et d'ailleurs, c'est amener une des difficultés de la réindustrialisation qu'on va avoir au-delà de la question du pouvoir d'achat.
On se souvient quand il y avait eu l'accident de Lubrizol, où tout le monde avait commencé à paniquer en disant finalement plus personne veut d'usine à côté de chez lui. De chez lui. Alors les usines qu'on va faire revenir en France ou les activités qu'on va créer en France, elles seront bien à côté de chez quelqu'un. Elles seront bien à côté de chez quelqu'un, puis elles seront assez différentes de ce qu'on a dans l'inconscient collectif, l'image qu'on a de l'usine. Mais à un moment, il faut aussi se dire qu'on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir créé de l'emploi en France, produire en France et en même temps pas prendre une partie du risque qui est associé. Et on a des normes qui nous permettent de réduire considérablement ce risque. Mais le risque zéro n'existe pas. Et en fait, si j'étends le raisonnement de manière un peu extrême, le principe de précaution qu'on a en France et qu'on applique partout, c'est ce qui est en train de nous tuer. C'est ce qui est en train de tuer notre capacité d'innovation, c'est ce qui est en train de tuer notre capacité à prendre des risques, etc. Donc il faut qu'on soit bien conscient de ce que ça sous-entend, l'accepter avec la part de risque, mais se dire que c'est aussi le sens de l'histoire et que c'est dans l'intérêt de la transformation de nos sociétés. Tiens, à propos du Made in France, j'ai vu qu'il y a une pétition là, lancée par Yves Gégaud et sa bande là, pour interdire le petit drapeau français sur les produits. Si le produit n'est pas Made in France, comme sur certaines baskets ou sur certains trucs, vous signez? Moi, je signe, mais je signe surtout pour qu'on ait une information transparente à l'égard du consommateur, pour le consommateur, en fait, qu'on sache où sont faites les principales étapes de transformation d'un produit, quel est l'impact en termes d'emploi d'un produit, quel est l'impact carbone, et voilà. C'est facile d'être visible là-dessus sur le Made in France, sachant que les chaînes de valeur maintenant, les produits viennent un peu partout. C'est quand même où sont faites les grandes étapes de transformation. Vous prenez un iPhone, vous êtes capable de dire où a été produite chaque pièce. Donc c'est possible de tracer les choses. Aucune en France, celui-là, au moins c'est fait. Non, je ne suis pas sûre. Je crois qu'il y a des pièces. Je me demande si ce n'est pas ST Microélectronique qui fait des choses. Avec des usines en France? Avec des usines en France, des usines à Grenoble. Un grand groupe de la microélectronique. Quasiment le dernier groupe de semi-conducteurs européens. Oui, pas français, je crois. C'est français, c'est franco-italien, ST Microélectronique. Vous signez ce type de pétition là, sur le Made in France, ne pas abuser le consommateur avec des petits drapeaux français qui seraient... Enfin, les Français veulent consommer Made in France, mais quand ils sont dans un magasin de jeux, ils regardent le prix avant de regarder où c'est consommé. Déjà, il y a une contradiction qui est énorme là-dessus. Et par contre, je suis pour plus de transparence et le consommateur est pour plus de transparence. Je trouve qu'il y a des domaines, c'est amusant dans le travel que je connais assez bien. Maintenant, les comparateurs de vol commencent à indiquer uniquement pas le prix, mais également l'émission de CO2. Est-ce que finalement, on émet plus de CO2 en ayant un vol direct ou en ayant un transfert par tel endroit, ou même la comparaison avec le train. Et ça, je trouve que c'est des bonnes initiatives parce qu'elles sensibilisent pour le coup le consommateur. Au point de ne plus les faire voyager ? Non, au point de choisir en tout cas un mode de transport finalement beaucoup moins polluant, parce que l'avion reste en fait ce qui est plus polluant. Oui. Alors, je reviens à mon pitch sur la France, qui est... après, c'est un peu la difficulté de l'accord de Paris, c'est que l'accord de Paris, tout le monde doit baisser à peu près du même montant, alors qu'on part de situations très différentes. Pour le dire très clairement, si la France respecte les accords de Paris, c'est un effort important, qui est faisable d'ailleurs. Rexecode a fait ses calculs, on en avait parlé l'autre jour dans l'émission, c'est faisable. Sauf qu'à l'échelle de la planète, ça ne change absolument rien, c'est peanuts. Puisqu'on parle de dizaines de millions de tonnes par an, alors que l'enjeu, il est en milliers de millions de tonnes de CO2 par an. Effectivement, d'où cette... est-ce que malgré... Donc c'est symbolique, en fait, au niveau d'un pays comme la France, le fait que les Français fassent des efforts, tant mieux. Mais ça ne changera rien si globalement les Chinois, les Indiens, les Américains continuent à polluer. Et même au sein de l'Union européenne, la Pologne ou l'Allemagne, compte tenu de leur mix énergétique, rejettent 10 fois plus de CO2 par unité d'électricité et d'énergie que nous. Donc est-ce qu'il faut malgré tout, est-ce que stigmatiser la France, pointer du doigt, a fortiori l'État, qui se prend un procès, c'est comme pour les vaccins, ou pour le sanitaire, cette espèce d'idée de tout judiciariser, vous parliez du principe de précaution, mais là, c'est la judiciarisation, la politique sanitaire, hop, les hommes politiques ont peur d'un procès. Maintenant, c'est la politique climatique, hop, va y avoir des procès. Vous en pensez quoi ? J'ai pas forcément... Ça dépasse oui, c'est pas difficile d'avoir un... citoyenne, là, que je pose la question, et je poserai la même à un avis là-dessus. Je dis, il faut pas tomber dans
En fait, on est dans une période qui je vais peut-être pas répondre à votre question parce que je suis pas sûre d'avoir une réponse totalement fondée, mais on est dans une période où on a tendance à se stigmatiser, à se monter les uns contre les autres, alors qu'on est tous dans le même bateau, bon an, mal an. Le bateau France, le bateau monde. Et le problème d'une partie de ces discours, c'est qu'ils sont finalement assez... au nom d'une cause qui est juste, on en vient à des discours un petit peu excluants d'une partie de la population qui n'aurait pas les moyens aussi, elle, de faire des choix plus vertueux sur le plan environnemental. On en vient à attaquer l'État. Alors, je pense qu'on peut faire beaucoup de procès à l'État français. Je ne suis pas sûre que ce soit forcément le meilleur procès à lui faire. Et peut-être que l'inaction, elle vient aussi à chercher dans des réponses de réformes à faire dans notre manière de fonctionner, des choses beaucoup plus douloureuses, parce qu'il y a quand même une mutation de la société à faire. Et je ne suis pas sûre qu'on... En fait, je pense que l'inaction, elle vient aussi du fait qu'on sait qu'on arrive au bout d'un cycle, qu'on doit aller vers autre chose, mais que l'autre chose, on a du mal à l'imaginer et qu'elle pourrait quand même être très dramatique en termes de création d'emplois. Et c'est tout ce flou, toutes ces questions auxquelles on n'a pas apporté de réponse qui font qu'on est là-dedans. Alors, un procès, pourquoi pas, si ça permet de faire bouger des lignes, mais il faut aussi que, voilà, j'espère que toutes les personnes qui ont... C'est comme les gens qui vous disent qu'il faut arrêter de faire du commerce avec la Chine en raison des Ouïghours et qui font ça, qui envoient des tweets depuis leur smartphone, qui commencent par plus acheter de téléphone chinois. Ça sera déjà une part du problème. En fait, le consommateur a un pouvoir de sanction. Évidemment. Qu'ils s'en servent. Au-delà du procès, il faut aussi condamner les entreprises qui ne sont pas vertueuses. Il faut l'empowerment du consommateur. Sur l'État, vous voulez voir l'inaction ou une action imparfaite vous-même, alors dans le plan de relance, par exemple, il y avait la partie... J'ai du mal à comprendre la condamnation. Enfin, la condamnation n'a pas lieu pour l'instant, mais les procès pour l'État, je pense qu'effectivement... alors là, manifestement, on reste... de façon factuelle, on n'est pas en ligne avec les objectifs de la COP21. Alors, il n'y a pas beaucoup de pays qui le sont, mais on critiquait ceux qui avaient quitté la COP21 d'ailleurs, mais nous, on ne la respecte pas, de fait. Alors après, ça va peut-être s'améliorer, on espère, avec une accélération et de la prise de conscience et de l'action, pour le coup, par rapport à la thématique d'inaction climatique qui est évoquée on a le sentiment qu'il n'y a pas d'inaction. Alors après, ce que disent effectivement les partisans de ce type de procédure, c'est de dire il y a beaucoup de blabla, mais pas assez d'action réelle derrière, quoi. Vous attendez plus d'action de la part de l'État? Vous pensez que c'est l'État qui doit faire plus d'efforts par rapport à ce sujet de l'urgence climatique, ou plus les entreprises, l'innovation, l'industrie est une partie de la solution, nous disait Anaïs? Je pense que c'est en partie les entreprises. Pour les particuliers, c'est très compliqué parce qu'effectivement, ça coûte plus cher. Le Made in France coûte plus cher. Donc, on a vite fait de culpabiliser les Français dans leur consommation, mais en fait, il y a un moment, c'est comme consommer bio, c'est mieux, mais ok, mais ça coûte plus cher, tout le monde ne peut pas consommer bio, quoi. Donc voilà. Et après, je pense que pour le coup, les entreprises ont un rôle énorme à jouer là-dessus, enfin, que ce soit d'ailleurs sur le climat comme sur le social. Je pense que c'est une partie de la réponse, une partie très importante de la réponse. Oui. Ça viendra pas de l'État, ça me paraît pas. Quand vous dites c'est une partie de la réponse, ce que vous disiez au début, Anaïs, c'est précisément avec le remplacement d'industries polluantes par des industries moins polluantes. C'est en ça que c'est une réponse. Il y a ça, mais il y a aussi la modernisation des usines, comme je vous le disais. Il y a la manière de concevoir les produits. Il y a par exemple, il y a un exemple que j'aime beaucoup. Alors je vais le dire de manière un peu provocatrice. Vous avez Nespresso, c'est quand même une calamité, ces capsules. Pour essayer d'avoir un bilan plus positif, on plante des arbres. Sauf que vous avez eu un impact négatif au début. Donc, ce qui compte, c'est pas d'essayer de corriger ces externalités négatives en ayant un bilan positif par ailleurs, c'est de réduire ces externalités négatives. C'est-à-dire de repenser le produit que vous allez utiliser. Par exemple, il y a un industriel qui s'appelle Plaxtil, qui est en train de récupérer tous les masques pour les recycler. Et il se resserre de ces débris de plastique pour faire des cintres qui pourront eux-mêmes être réutilisés après parce qu'ils sont recyclables. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est au lieu de partir d'une matière première brute, partir d'une matière première recyclée, par exemple, pour le produit, quand c'est possible. C'est au-delà de la révision des procédés, de la maîtrise des consommations de matières premières, d'énergie, etc.
etc. dans l'usine. Ça peut être, par exemple, venir mettre du verre, de végétaliser les usines. Ça peut être plein de petites actions peuvent être faites, réduire les consommations d'eau, il y a plein de choses. Et tout ça à large échelle, ça peut avoir un impact significatif sur les émissions de gaz à effet de serre, Anaïs ? Petites gouttes qui font des grands fleuves. Ouais. Après, là où on peut critiquer l'État, en tout cas, le gouvernement, c'est pas forcément l'État, parce que c'est quand même aussi des choix politiques derrière ça. C'est par exemple dans le plan de relance, on mise beaucoup on essaye de sauver l'aéronautique, l'aérien, parce que c'est un secteur fort en France, et on est beaucoup moins dans le soutien au développement du ferroviaire, même si on essaye de faire des choses pour le train de nuit. Là, une vraie stratégie industrielle, une vraie stratégie politique, ce serait de se dire, ok, on considère que pour atteindre les objectifs environnementaux, l'aéronautique n'est peut-être pas la solution. Donc on doit trouver des nouveaux secteurs, convertir les emplois, convertir les entreprises qui travaillent pour l'aéronautique. Pourquoi l'aéronautique ne pourrait pas se renouveler, comme vous le dites, même l'annonce Airbus nous a dit, en 2030, en étant un petit peu audacieux, l'avion à hydrogène en 2030. Mais c'est une partie de la réponse. Alors après, l'hydrogène, on le voit comme une réponse absolue. Il faut que ce soit de l'hydrogène vert, parce que l'hydrogène à produire, c'est pas non plus un truc qui est neutre. Aujourd'hui, ça pollue plus à produire qu'à utiliser. C'est toutes ces questions. C'est comme le nucléaire, ça nous permet d'avoir une industrie, une énergie décarbonée peu coûteuse. Ce qu'il faut regarder sur le plan environnemental, c'est encore une fois sur le cycle de vie global. Est-ce que sur le procédé d'extraction d'uranium, on est bien sur quelque chose qui est neutre? La même chose, vous faites la même chose sur les éoliennes, vous faites la même chose sur... Voilà, c'est comme ça qu'on a un raisonnement objectif. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans des batailles de gens qui disent « moi, je veux pas du nucléaire », d'autres qui disent « je veux de l'éolien ». Sauf que fondamentalement, quand on regarde l'éolien, 1, ça fait du bruit, 2, ça perturbe les oiseaux, 3, ça vous pourrit les sols, 4, ça dure pas si longtemps que ça, vous avez des problèmes de démantèlement, enfin, vous avez tout ce genre de sujets. Donc, est-ce que le bilan final, en termes environnementaux, est mieux que le nucléaire? Ça se discute. Donc, c'est à partir de faits. Aujourd'hui, on est comme dans tout, dans des batailles d'émotions et pas dans des batailles de faits. On peut tomber d'accord sur dire que le sujet mérite mieux que les procès type affaire du siècle. Allez, moi je l'aurais dit. On marque une très courte pause, on se retrouve dans un instant, on va parler de M. Bezos après. Retour dans l'Été Smart, nous allons commenter la décision annoncée hier soir à Wall Street, après bourse, par Amazon. Son jusqu'ici PDG Jeff Bezos et créateur, il y a 27 ans, cette petite affaire devenue plus une toute petite affaire, a annoncé qu'il allait prendre du recul, quitter le job de PDG, de CEO pour devenir executive chairman, prendre du recul pour se consacrer à autre chose, à la fois garder un œil stratégique sur Amazon, mais aussi se consacrer à ses fondations, à son activité dans l'espace, également Washington Post, dont il est propriétaire. Il a mentionné explicitement le Washington Post comme sujet d'intérêt pour lui. Jeff Bezos va quitter ses fonctions à tête d'Amazon, ça c'était factuel. Le papier dans les échos ce matin. C'est amusant, deux, trois regards différents. Jeff Bezos, c'était nos amis suisses du temps. Jeff Bezos, la Terre ne lui suffit plus. Le journaliste qui dit Jeff Bezos a conquis la Terre, à lui l'espace désormais. Voilà, effectivement, avec sa société Blue Origin, il veut être dans la bataille spatiale avec aux côtés de M. Elon Musk lui aussi, ou de M. Branson avec Virgin. Cette journaliste de Bloomberg qui dit Why now? Voilà, ma première question, ce serait pourquoi maintenant? Voilà, s'attaquer à autre chose. Je m'adresse à l'entrepreneur. Qu'est-ce qui fait qu'un est un petit peu plus jeune que lui. Vous avez réussi, mais il est encore beaucoup plus réussi que vous. Petite marque. Qu'est-ce qui fait selon vous? Voilà, ils ont essayé de se projeter. C'est peut-être plus facile quand même pour vous d'être toujours chef d'entreprise. Voilà, le gars, il est au top, il a 57 ans, c'est encore jeune. Voilà, il a plein de... Voilà, l'entreprise va très très bien, mieux que jamais. Il n'a pas de raison de penser qu'elle va aller moins bien. Globalement, tous les indicateurs sont vraiment ouverts. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'on prend une décision comme ça? C'est justement parce qu'il est au top. Je pense qu'il est au top de sa gloire. Pour la première fois, les ventes d'Amazon ont dépassé 100 milliards trimestriels. Par trimestre, il y a... Dans les trimestres, ils ne les avaient jamais dépassés. Ils ont même fait 125 milliards. Donc, c'est absolument dingue. Et toutes branches confondues, aussi bien Amazon qu'Amazon Web Services. Il est au top de sa fortune. En fait, il est au top de tout, de la capitalisation d'Amazon. Après, alors... En même temps, il était déjà très riche il y a 2 ans. Donc la question, c'est... Le journaliste qui était étonné que
que l'action ne chute pas. Mais en fait, il n'a pas dit qu'il vendait 10% de ses parts. Il a dit qu'il se retirait, qu'il prenait du recul. Et en plus, ça a été annoncé en même temps que des résultats extraordinaires. Donc, effectivement, l'action a plutôt profité. Et surtout, il reste actionnaire principal. Et je pense que c'est ça qui est très important. Et après, je pense qu'il a envie de se consacrer. C'est assez amusant si on le compare beaucoup à Elon Musk. Mais Elon Musk, je me suis amusé à regarder sur Twitter. Elon Musk a 44 millions de followers, Jeff Bezos en a 1,9 million. Et finalement, il y en a un qui a une image finalement beaucoup plus innovante, alors qu'Amazon, finalement, aujourd'hui, c'est une marketplace et il vend des objets sur Internet. Et donc, je pense qu'il a cette soif de réinventer le monde et de passer plus de temps justement sur ces objets vraiment, sur ces projets vraiment d'innovation ou philanthropique, qui est quelque chose de très important aux États-Unis. Comment il y a deux fonds là-dessus. Comment vous tentez d'analyser effectivement ce type de décision comme ça à chaud, Anaïs, de votre point de vue? Moi, je trouve que c'est intéressant que quelqu'un quitte son entreprise au moment où elle fait le courage. Enfin, ne quitte pas vraiment l'entreprise, mais le courage de se retirer de l'aspect opérationnel à un moment où l'entreprise va très bien. Parce qu'on voit tellement de gens qui restent accrochés à leur poste et qui accompagnent le déclin du coup. Donc là, c'est peut-être aussi le moyen de donner faire émerger peut-être une nouvelle génération, donner le moyen à Amazon d'aller vers d'autres pistes et lui se consacrer à autre chose tout en restant sur l'aspect stratégique qui est quand même en général le plus intéressant dans une entreprise. Après, bon, il y a toujours un aspect Jeff Bezos, Elon Musk, je trouve qu'ils ont un côté un peu mégalomane parfois qui a un côté assez... c'est devenu des people, hein. C'est les deux personnes les plus riches du monde en fonction des cours de bourse. Elon Musk, ça a tellement monté qu'il est passé devant, mais on a besoin de gens comme ça. C'est pas n'importe qui. On peut critiquer beaucoup de choses. Ah non, mais en même temps, en l'occurrence, c'était pas en l'espèce, on de gens qui sont non, mais il y a des gens qui... bien sûr. On a besoin de gens qui ont suffisamment de grains de folie pour essayer de sortir des sentiers battus, de construire d'autres choses, de miser sur des secteurs sur lesquels personne n'a envie de miser, et ils ont les moyens de le faire. Donc... Oui, devenir la plus grosse boîte du monde, parce qu'effectivement, Musk, il est le plus riche du monde par rapport à des valorisations boursières dingues, mais Amazon, c'est probablement... Amazon, c'est pour des raisons plus rationnel, parce qu'on sait tous que... Amazon, ils gagnent beaucoup d'argent, donc ils ont une valorisation boursière qui est justifiée. Celle de Tesla, c'est un peu plus douteux. La valorisation de Tesla, qui est 150 fois, ou je ne sais plus combien... 1400 fois ses résultats, elle ne veut pas dire grand-chose, très objectivement. Donc, Est-ce que vous avez... Est-ce qu'il y a des... Il y a toujours des a priori. Est-ce qu'il y a des règles en matière de management, notamment par rapport à la séparation des pouvoirs, le fameux système avec président et directeur général fusionné ou découplé? Donc il avait un job de PDG fusionné, il découple, en France, il y aurait un président et est-ce que c'est logique? Est-ce que ça dépend tellement des personnes et des industries, ou est-ce qu'il y a des systèmes qui fonctionnent mieux? Est-ce que les annales du management sont capables de donner des vérités sur la bonne gouvernance d'une entreprise de cette taille-là? Dans tous les grands groupes, il y a des gens qui sont plus sur des rôles stratégiques, ce qui est typiquement le rôle du chairman qui va prendre. Et puis quand on est CEO, en fait, on est en charge vraiment des opérations, de l'exécution, d'absolument tout. Et je pense qu'effectivement, c'est compliqué de faire ça, plus ces autres projets. Donc, manifestement, c'était un PDG très présent, encore très impliqué, peut-être moins de temps de passer, passer de temps sur Twitter. Et toujours très fidèle à sa stratégie. C'est amusant, c'est un détail, mais il envoie chaque année, quand il envoie son shareholder letter, sa lettre à tous ses actionnaires, il envoie toujours la première lettre qu'il a écrite en 1997, qui s'appelle Day One, en disant qu'il faut toujours garder l'état d'esprit du premier jour de la société. Donc finalement, de l'entrepreneuriat le plus pur, et je pense que c'est quelque chose qu'il a... C'est le nom d'une de ses fondations, Day One. D'ailleurs, c'est le nom d'un de ses fonds qui contribue et qui va aider des projets plus sociaux. Il y en a un autre qui sont plus sur le climat, dans lequel il a mis beaucoup plus d'argent. Mais effectivement, je pense qu'il a gardé cet esprit de conquête, et aujourd'hui, il a envie de déployer sur des projets plus philanthropiques, qui est quelque chose qui est très répandu, notamment aux États-Unis. Il y a le Giving Pledge aux États-Unis, c'est 200 entrepreneurs dirigeants. Ça avait été lancé à l'époque par Bill Gates, qui est le plus grand... Bill Gates et Warren Buffett qui avaient effectivement... Et il y en a... Aujourd'hui, c'est 600 milliards qui sont gérés juste pour la cause finalement de l'humanité, du bien-être, du social et du climat. Donc les Giving Pledge, c'est l'engagement de donner au moins 50%. Voilà, c'est ça. Donc de sa fortune, c'est quelque chose qui est très répandu aux États-Unis. Quand Bill Gates l'a lancé, il a fait la tournée des patrons européens. Il n'y en a pas un qui voulait signer. Mais en tout cas, eux ont beaucoup plus cette culture. Et c'est génial parce qu'ils font des choses absolument dingues.
Comment vous expliquez que, alors effectivement, c'est manifestement des gens qui ont quelque chose en plus que les autres. Ces patrons, alors Musk, c'est pareil, ils sont capables de faire plusieurs choses en même temps, plusieurs business en même temps, plusieurs business très innovants en même temps. Effectivement, alors Musk, on dit, il y a Tesla, il y a SpaceX, il y a Neuralink, qui sont ces trois activités principales qui sont toutes très, très innovantes et plutôt, semble-t-il, assez successful, couronnées de succès. Bezos, il est aussi dans le spatial avec une boîte qui s'appelle Blue Origin, qui n'est pas encore au niveau de la taille des succès de SpaceX, mais qui se débrouille bien, qui fait aussi une fusée qui est réatterrie au même endroit qu'elle est partie, ce qui est quand même un truc qu'on n'a pas encore réussi à faire, ni en Russie, ni en Union européenne. C'est uniquement des gens qui sont plus... Non, mais il y a de la méthode ou c'est uniquement des choses en plus? C'est un peu des génies et c'est des personnes à part. On sait tous que entreprendre, c'est compliqué. Une des règles de base, c'est d'être focus au début et sur une seule activité, déjà réussir à la faire grossir, à la pérenniser. Arriver à monter plusieurs sociétés en parallèle, comme le fait Elon Musk, il y en a un tous les 10 ans, tous les 20 ans, mais c'est à la fois un modèle à suivre d'entrepreneur et à la fois, c'est quand on monte une boîte, on sait qu'on ne peut pas faire ça dès le début. La question à $1000, en fait, a beaucoup plus. Le thème de ce débat, là, comment l'occuper? Qu'est-ce que vous feriez, vous, effectivement? Alors, bon, il reste executive chairman d'Amazon, donc il continue à avoir le dernier mot sur l'ensemble des grandes décisions stratégiques de l'entreprise. Effectivement, je pense que c'est ce qui rassure les actionnaires d'Amazon, parce que globalement, on imagine qu'il est quand même largement responsable de la bonne fortune de l'entreprise et le fait de ses paris gagnants. C'est... l'un de ses plus fidèles, quelqu'un qui est là dans la boîte depuis quasiment le début, qui met à la tête de la direction générale opérationnelle celui qui était patron de l'activité qui est la plus rentable, qui est le cloud, Amazon Web Services. Le spatial, ça, vous qui êtes une pro-industrie, ça vous fait rêver? Vous voulez une réponse en tant que personne qui aime l'industrie ou une réponse de citoyen? Les deux. C'est la même personne, je crois, en fait, en face de moi. Vous êtes à la fois... Je sais pas. Non, mais bien entendu, il y a un défi, défi scientifique, un défi industriel qui est intéressant dans cet aspect du spatial. Après, il faut faire attention à ne pas essayer de chercher des réponses aux réponses qu'on n'arrive plus à trouver sur Terre dans les airs, en se disant il y a peut-être d'autres planètes qu'on va pouvoir occuper une fois qu'on aura complètement... Ça, c'est Elon Musk. Effectivement, lui, son objectif, c'est d'aller sur Mars. Voilà. Ouais. Maintenant, je crois que si... alors, ils ont tous un peu des rôles de philanthropie, mais je crois que j'irai plus loin dans la philanthropie. J'essaierai de trouver des réponses beaucoup plus concrètes à des grands problèmes de ce siècle. C'est-à-dire, j'utiliserai... tout ce tas d'or pour essayer de trouver des réponses à la question environnementale. Et voilà, c'est ça. Alors justement, sur la question environnementale, tiens, c'était notre débat de tout à l'heure, mais est-ce que c'est un sujet de pognon ? Dans quelle mesure, parce que la question va se poser, quand on sera sorti de cette crise sanitaire, on a dépensé sans compter des centaines de milliards, plusieurs centaines de milliards rien qu'en France, des milliers de milliards à l'échelle de la planète sur la lutte ou le soutien aux entreprises, bref, etc., globalement pendant un an par rapport à une crise sanitaire. Donc, supposons, et on n'en doute pas, qu'on l'ait derrière nous, par exemple à la fin de cette année 2021, cette idée de, est-ce qu'on peut dépenser autant ? En quoi l'argent est susceptible que ce soit l'argent de M. Bezos, de M. Musk, qui dépense de l'argent, vous le rappeliez, effectivement, sa fondation, une de ses fondations est plus sur une de ses philanthropies, comme disent les Américains, est plus sur les questions de climat. Musk, la semaine dernière, il a dit « je donne $100 millions à qui me trouve une solution de captation du carbone vraiment innovante ». Est-ce qu'on a besoin de centaines de milliards ? Est-ce que l'argent est la clé ? L'argent est une partie de la réponse. Il y a une partie de la réponse qui est le comportement et nos choix de consommation. Vous évoquiez tout à l'heure. On pourrait tous décider de retourner vivre dans les bois d'amour et d'eau fraîche et de repenser complètement notre modèle de société. Et de vivre... À 8 milliards, on aura peut-être du mal, mais en tout cas, sur le principe... je pense que le nombre de lapins et de chevreuils ne suffiront pas. Mais bien entendu, pour développer des solutions innovantes, on a besoin d'argent. Pour moderniser les usines, on a besoin d'argent. Pour construire des usines les plus neutres possibles, on n'est pas sur des projets en
dizaines de milliers d'euros, on est sur des projets en dizaines de millions d'euros. Je prends l'exemple de certains industriels qui ont fait des unités totalement automatisées, qui répondent à des exigences de personnalisation des clients. On est sur des sites Greenfield qui ont coûté entre 50 et 60 millions d'euros. Donc on a besoin d'argent, ça il ne faut pas se dire. Et la question d'ailleurs qu'un certain nombre de personnes commencent à poser, c'est de dire on a dépensé sans compter pour maintenir notre économie aussi un peu sous perfusion, parce que vous parliez tout à l'heure de l'industrie résiste. L'industrie, elle résiste parce qu'il y a eu aussi beaucoup de... Il y a eu le chômage partiel, soutien financier très fort. Il y a eu les PGE. On a eu moins de faillites d'entreprises en septembre 2020 qu'en septembre 2019, ce qui est un signe. Quand on regarde les importations qu'on réalise et les exportations qu'on fait, on est surtout dans un creusement de notre balance commerciale. Donc ça veut dire qu'on est en train de perdre des relais à l'export, donc des relais de chiffre d'affaires pour nos entreprises. Donc, il faut bien entendu des millions. Et oui, donc ce que je veux dire, c'est que les questions qui se posent actuellement, c'est pourquoi est-ce qu'on ne dépense pas sans compter pour réussir le pari de la transition écologique, puisque... C'est très vraisemblablement les débats qui arriveront dès qu'on aura le sentiment de sortir de la crise sanitaire. C'est pour ça que... C'est l'avenir de l'humanité qui en dépend. Donc, c'est des questions c'est pas que des débats philosophiques. C'est la question va vraiment se poser. On avait déjà eu ces questions en 2008 quand on a fait certaines réformes et qu'on a une partie des citoyens estiment qu'il y a de l'argent qui a été donné au système bancaire sans contrepartie. Donc ces questions, elles vont revenir. Mais par rapport à 2008, il y a peut-être une prise de conscience généralisée qui est plus forte sur les questions environnementales, sûrement, ce que vous disiez tout à l'heure. Vous ne pouvez pas donner l'argument de dire on n'a pas les moyens. Ouais. Cet argument aujourd'hui... Quel que soit le sujet, on ne pourra pas dire on n'a pas les moyens. C'est ça qui est un peu inquiétant d'ailleurs. Sur les questions d'environnement, on peut dire que c'est stratégique, mais on n'imagine pas demain l'État qui a trouvé 200 milliards comme ça d'un claquement de doigts par rapport à la crise sanitaire, dise demain pour 1 milliard, 2 milliards, quel que soit le sujet, dire on n'a pas les moyens. Ça va être... Oui, mais derrière, gérer des projets d'innovation sur le climat, c'est de nouveau un savoir-faire entrepreneurial. Enfin, je pense que ça se pilote comme on peut piloter une entreprise quelque part. Et je pense que c'est là où... Vous pensez que Jeff Bezos, il a un sujet d'image aussi par rapport à d'autres Vous évoquiez la rivalité, qui pense qu'il peut peut-être effectivement avoir une image un peu meilleure si on le voit un peu plus sur des projets de développement, de philanthropie, que uniquement le censément Monsieur Méchant Amazon. Tout simplement Twitter, effectivement, il est beaucoup moins suivi et il intéresse beaucoup moins parce que ça reste le plus grand commerçant mondial. Mais ça reste un commerçant. Et par contre, quand on voit qu'il a mis 10 milliards sur son fonds qui est lié au sujet climatique, je pense qu'effectivement, c'est vraiment pour faire quelque chose de la vraie recherche et pour faire changer les règles, quoi. Alors que sur son fonds, finalement, sur les projets sociaux, c'est 100 millions qui soutiennent quelques dizaines d'associations. Mais donc, on peut imaginer que c'est beaucoup moins stratégique pour lui. C'est important de façon générale pour les chefs d'entreprise ou selon vous, d'avoir de se dire qu'on est autre chose qu'un gros portefeuille, qu'une grosse fortune, qu'un gros coffre-fort. En tout cas, aux États-Unis, je pense que c'est essentiel. Il n'y a pas un patron de boîte qui ne se pose pas ces questions. En Europe, c'est plus compliqué. C'est pas pour je pense pour plein de raisons, culturelles, de fiscalité. Je pense qu'il y a plein d'autres choses. Mais oui, il y a cette notion de give back qui est essentielle. En fait. Quand on a bien réussi, qu'on a réussi à bien développer, on a envie d'avoir une utilité autre que celle d'avoir déjà créé des emplois, ce qui est merveilleux, et gagner de l'argent. Mais oui, je vois pas comment ça peut être autrement. C'est une bonne chose que les patrons se posent ce genre de questions de leur image, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est effectivement ce qui renvoie comme image et donc de fait un peu leurs actions. Je crois que toute action sincère et toute volonté de vouloir agir pour la transformation de notre monde et pour le bien commun est une bonne chose. Et que ce soit des gens qui aient les moyens d'agir est une très bonne chose. Alors après, bien sûr, il y a toujours l'image, mais ça, tout le monde agit un peu pour son image. On a tous un peu d'ego, évidemment. Du regard de son prochain sur l'action qu'on fait. Mais bien entendu, il faut... Heureusement qu'on a que ces gens sont prêts à se mobiliser pour ces sujets. Est-ce que c'est logique, naturel, normal ou lié à l'époque, effectivement, que l'image du patron d'Amazon, aux yeux de beaucoup, soit pas très bonne, selon vous? Il y a un...
En fait, c'est marrant parce qu'on est toujours un peu schizophrénique, on tape beaucoup sur Amazon et en même temps, beaucoup de gens sont bien contents d'avoir ce service. Donc, je voyais, il y avait une manifestation en France, je ne sais plus où, donc plus dans quel département, parce qu'on refusait l'implantation d'un centre logistique Amazon. Le problème, c'est pas l'existence du centre logistique, à mon avis, c'est que Amazon a des clients parce qu'il répond à une attente et que d'autres entreprises n'ont pas été capables de le faire et que les gens choisissent de consommer Amazon. Alors moi, je critique, je n'utilise pas Amazon pour plein de raisons, mais je trouve aussi mais manifestement, ils ont un marché là-dessus. Oui, regrettable qu'on rejette, on rejette la création d'emplois sur le territoire. À nous donner les moyens de développer d'autres activités et voilà, de recréer d'autres emplois. Donc c'est un peu un procès un peu compliqué qui est fait à Amazon, toujours. Geoffroy, c'est injuste, la mauvaise image auprès d'un certain nombre d'Amazon et de fait de son patron qui manifestement essaye de... De toute façon, les Français aiment bien, on a une culture, on est toujours contre quelque chose. Donc de toute façon, on est voilà. Ouais. Mais je pense qu'il faut arrêter d'opposer la réussite avec... également avec la conscience ou le souhait de contribuer au bien, parce que je pense qu'en dehors de l'image, ces personnes font des choses dingues. Bill Gates, c'est absolument incroyable ce qu'il fait aujourd'hui avec sa fondation. Et ça sauve des millions de personnes. Alors lui, c'est énormément sur le continent africain. Oui. Mais donc oui, il faut les soutenir. Et après, si monter une usine, ça crée des emplois. Je crois qu'à un moment, il faut juste être pragmatique et ne pas s'y opposer juste parce que c'est la signature Amazon. Allez, pour terminer sur Amazon, ils ont présenté le plan, la maquette, la visualisation du futur siège social à Seattle, le futur deuxième siège social d'Amazon à Seattle. Je vous laisse sans commentaire lire ce que ça a inspiré un certain nombre de commentateurs sur Twitter, la forme de ce futur building très végétalisé, on le voit effectivement, d'Amazon. Et on cherche l'inspiration, on ne sait pas où elle a été chercher l'inspiration. Certains proposent des explications. Allez, on nous reste 5 grosses minutes dans l'émission. On va retourner à l'étranger, rester à l'étranger, mais pas aux États-Unis. On va revenir en Europe. On va dire 2 mots sur l'Italie. Allez, je le disais, pour terminer l'émission en direction, l'Italie, tenez, Mario Draghi, où else, nous dit cette tweetos, au Quirinal, donc le palais présidentiel à Rome. Le président Mattarella recevait ce midi il professeur Mario Draghi, ancien patron de la BCE, à qui il a demandé de former un nouveau gouvernement. On savait que l'Italie n'avait plus de gouvernement depuis quelques jours. La démission de M. Conte. M. Conte avait démissionné en pensant revenir et réussir à reconstituer un gouvernement. Manifestement, c'est mal parti. On a été chercher il professeur Mario Draghi, qui est l'idole des marchés financiers mondiaux, en tout cas européens, durant son mandat. Ces 2 mandats à la tête de la BCE. D'ailleurs, la Bourse de Milan célébrait cette nomination annoncée par une forte hausse aujourd'hui autour de 2%. C'est ce qu'il faut à l'Italie, un financier magicien, ou en tout cas une personnalité au moins qui est respectée, connue et respectée dans le monde entier. Il faut voir, il va falloir voir comment il va arriver à constituer son gouvernement. Maintenant, la situation en Italie elle est quand même assez compliquée. Vous avez près de 30% des électeurs, des Italiens qui sont prêts à voter pour deux partis d'extrême droite. La Ligue, même plus de 30%. La Ligue, qui a été en coalition il n'y a pas si longtemps avec le mouvement 5 étoiles avec le même Parlement, c'est-à-dire que c'est ça qui est formidable en Italie, c'est qu'ils changent de politique et de gouvernement, mais le Parlement est le même. Ça affaiblit sur le long terme en fait la confiance des citoyens dans le pouvoir politique et dans la capacité du pouvoir politique à gérer des crises et à transformer le quotidien des gens. Donc je suis pas sûre. Moi, je crois jamais ni à l'homme providentiel ni au grand revenant en politique. Donc, à voir. Là, il arrive en politique, il ne revient pas en politique. C'était un peu un homme politique, c'était un des dirigeants de ce monde, mais c'était un banquier. Un banquier à la tête de l'Italie, pas n'importe quel banquier. Ça vous inspire quelle remarque, Geoffroy? Il va peut-être retour de Mario Draghi. Oui, déjà probablement le gain de confiance, ce qui est déjà une bonne chose. Et puis c'est un grand professionnel de la finance et de l'économie, donc ça peut être positif. Après,
Là, le boulot du chef de gouvernement, alors c'est de régler le problème sanitaire, ça c'est comme dans tous les pays quasiment du monde, et puis ensuite ça va être de dépenser intelligemment les 209 milliards d'euros que l'Italie doit recevoir de l'Union européenne dans le cadre du plan de relance européen, dans les 750 milliards. C'est le premier bénéficiaire, l'Italie. Pour dépenser intelligemment, mieux vaut savoir bien compter et être un bon économiste, donc ça paraît plutôt un bon choix. Allez, bonne chance à Mario Draghi. Retour en France, en Ile-de-France, transport de points, c'est dans le Parisien. Alstom s'apprête à renoncer au contrat des nouveaux RER B, selon les informations du quotidien ce matin. En tout cas, voilà, le géant allait refuser d'honorer le contrat du renouvellement du RER B, qui ne serait pas viable. C'est une histoire incroyable. Hein. C'est effectivement, Alstom s'est fait battre par Bombardier auprès de l'Île-de-France pour renouveler les RER, sauf qu'entre-temps, Alstom a racheté Bombardier. Il considère que l'offre de Bombardier était pas du tout viable, était trop pas chère, entre guillemets. C'est ce qui a fait qu'ils avaient emporté le... Donc, et maintenant, ils sont nouveaux propriétaires, ils vont dénoncer le contrat, ça va repartir pour probablement des années. Avec tout ça, les usagers franciliens du RER n'auront pas la modernisation de leurs wagons et de leurs lignes en temps et en heure. C'est une histoire de fou, non? C'est une histoire de fou. Alors, dans toutes ces histoires, il faut rentrer dans les contrats et dans le chiffre, en fait, qui a été fait. Maintenant, moi, je comprends en période de crise qu'un contrat qui ne soit pas rentable, vous soyez tenté de l'arrêter. D'ailleurs, en général, hein, c'est toujours une bonne solution. C'est ce que dit Alstom, hein, effectivement. Sinon, on va porter ça pendant 10 ans. On ne saura pas comment ça. Non, mais je n'ai pas les tenants et les aboutissants de l'affaire. En tout cas, je trouve que c'est une réaction. Moi, alors en image, elle n'est pas forcément bonne. En frais d'avocat, ça ne va pas forcément être non plus une bonne opération. Mais un contrat qui n'est pas rentable, pour moi, le fait de le dénoncer ne me semble pas choquant. Maintenant, il faut voir si c'est vraiment pour des questions de rentabilité ou pour des questions d'ego. Je pense, venant d'une entreprise, je penserais plutôt à une question de rentabilité. Un commentaire? Donc, la même chose. Après, voilà, il faut regarder les contrats et on n'a pas les chiffres derrière. Le risque, c'est qu'effectivement, ça vient d'un procès entre la RATP, SNCF et l'Île-de-France d'un côté, Alstom de l'autre, et que tout ça retarde les choses. On l'évoquait tout à l'heure, vous évoquiez à propos d'Amazon les 100 milliards de chiffre d'affaires. La veille, c'est Apple qui avait publié ses résultats. Alors, les 100 milliards de chiffre d'affaires, ils les ont aussi atteints sur un trimestre. Et eux, c'est même le record de profit trimestriel, 28,8 milliards de dollars de profit sur un trimestre. C'est plus que toutes les entreprises du CAC 40 réunies, nous rappelle ce commentateur. Ça tombe bien, la valorisation boursière d'Apple, c'est également plus que toutes les entreprises du... C'est quand même vertigineux comme type de montant. Voilà, 29 milliards de profits sur 3 mois. Google a annoncé son record de profit hier. En fait, tous. Et ça, en fait, sur les 4 derniers trimestres, aux États-Unis, on annonce donc ces chiffres trimestriellement. Ils ont tous, à chaque trimestre, annoncé des records de profit ou de vente. Donc, en fait, on est en train de voir que cette crise a encore plus accéléré la suprématie des GAFA de manière absolument... incroyable aujourd'hui. Ces boîtes qui creusent l'écart de façon de... On peut les arrêter par un démantèlement. C'est vertigineux. Oui, vertigineux. Anaïs, ce sera le mot de la fin. Vertigineux, surprenant, fascinant. Je n'ai pas vraiment de mots. Non, ce que je voudrais dire, c'est... En termes de chiffre d'affaires, il y a très peu d'entreprises en France qui font ce chiffre d'affaires. Là, on parle des profits trimestriels. Hein. Ouais. Donc, quand est-ce qu'en France, on arrive à recréer des champions mondiaux de cette nature ou une autre. Et en l'occurrence, c'est une boîte... les leaders de demain. Voilà, c'est une boîte industrielle qui fait aussi des services, mais qui au départ fabrique des produits. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous d'avoir été fidèles jusqu'à cette fin d'émission. On se retrouve demain à la même heure sur Bismart. Ciao.